Cette vidéo contient du spoil jusqu'au chapitre 30 de Valkyrie Apocalypse. Merci de votre attention. Le rabbit hole définit une situation dans laquelle un sujet s'avère bien plus vaste que ce qu'on imaginait de prime abord. Record of Ragnarok m'a fait tomber dans un rabbit hole. Et sachez-le, je n'ai pas encore trouvé toutes les petites galeries composant cet univers. Ainsi, il n'est pas impossible qu'une deuxième partie, voire un deuxième épisode de cette saga voie le jour. Mais surtout, il n'est pas impossible que je rate ou passe à côté de certains points. Après tout, le manga est créé non pas par une, mais par 3 personnes. Adeshika, Takumi Fukui et Shinya Omemura. Et moi, je ne dispose que d'un seul cerveau. Je tenais tout de même à remercier les nombreuses personnes m'ayant aidé dans mes recherches, et surtout, si vous trouvez des nouveaux points, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. S'il y a bien un domaine sur lequel on sous-estime le manga, c'est sur ses références. Voici une liste non exhaustive des domaines dans lesquels les auteurs ont fait des clins d'œil pour construire leur propre univers. La mythologie, la religion, les jeux vidéo, d'autres mangas, la littérature classique, la littérature fantastique, le cinéma d'animation, le cinéma plus classique, les mèmes, le langage des fleurs, la peinture et la mode. Si certains sont déjà apparus dans les vidéos des 101 faits sur le manga, il est important de mieux les expliquer. Je vous présente donc mon aventure des inspirations du Ragnarok. Intéressons-nous déjà au gradin. Peut-être l'aurez-vous vu, peut-être l'aurez-vous deviné. Mais une certaine figure devenue culte se cache derrière Sun Wukong. Et oui, un petit monstre Lovecraftien était là depuis le début. Cthulhu assiste au Ragnarok. Et les amateurs de Lovecraft sauront à quel point c'est une bonne nouvelle qu'aucun autre grand ancien soit présent. Pour parler désormais du combat en lui-même, certains ont pu s'écrier, surtout les personnes ayant récemment commencé le manga, que Thor ressemble comme 2 gouttes d'eau à Radagon du jeu From Software Elden Ring. Et si j'en parle ici, c'est pour éviter de le voir en commentaire. En effet, souvenez-vous que Record of Ragnarok débute en 2017, là où Elden Ring sort en 2022. Plus ostentatoire, la référence à l'attaque des titans, le choix des auteurs était assez malin. Dans le manga d'origine, les protagonistes font face à de sévères difficultés pour vaincre ne serait-ce qu'un seul titan. Tandis que dans Valkyrie Apocalypse, les géants ne sont littéralement que des jouets pour Thor, tous morts en un coup, même celui qui semble être le titan colossal. Une manière claire et simple de nous faire comprendre la puissance que le dieu nordique avait en sa possession. Passons désormais à son adversaire. Lors de son introduction dans l'arène, Lubu est couvert de différents étranges papiers. Si vous appréciez la culture chinoise, certains de leurs films d'horreur ou plus simplement si vous avez joué à Genshin Impact, ces talismans sont les mêmes que les Jiangshi portent, des sortes de zombies ramenés à la vie par ces sceaux. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Selon vous, est-ce que les personnages, leur design, leurs idées sont originaux? Sont-ils créés de toutes pièces par les auteurs? Non, en effet, chaque personnage du manga semble être inspiré d'un autre personnage, qu'il s'agisse de films, d'autres mangas ou même de jeux vidéo. Même si je n'ai malheureusement pas réussi à trouver toutes les sources d'inspiration, certaines références et autres sources sont tout de même assez amusantes à observer. Maintenant, fermez les yeux et imaginez. Un grand général préférant attaquer de front avec sa force écrasante, qui combat ses ennemis en 1 contre 1, maîtrisant sa Guandao à la perfection, ne faisant confiance qu'à son instinct et son esprit combatif, le tout en étant né sur le champ de bataille. Les fans de Kingdom ont sans doute déjà la réponse, et oui, je parle bel et bien de lui. Quelques indices me laissent croire que Lubu est inspiré du général de Kingdom, Dukeio. Il s'agit du design des dents comme leur caractère et leurs origines, 2 guerriers hors pair, dont un qui malheureusement n'avait pas connu la mort sur le champ de bataille. Une erreur qui sera corrigée durant le Ragnarok. Petit bonus sur ses premiers designs, Lubu ressemblait énormément à Zaraki Kenpachi. Si on en revient au gradin, nous allons à nouveau parler quelque peu des sidekicks, notamment le premier qui nous est présenté à côté de Zeus, Hermès. Comme je l'avais dit lors de la vidéo des 101 faits, ce dernier partage le même chara-design que Sebastian du manga Black Butler, le costume en queue de pie y compris. Mais pas seulement, car Hermès a lui aussi les yeux rouges du démon. D'ailleurs, saviez-vous de quoi Hermès était le dieu au final? De bien trop de catégories différentes, Hermès excelle en tout, une particularité qu'il partage lui aussi avec Sebastian. Musique, service, connaissance, même sans doute la force, car pour le démon comme pour le dieu, on ne les a jamais vus donner le maximum de leur capacité. Place au deuxième combat. Comme vous le saviez déjà, Adam arrive avec la pose de la peinture de Michel-Ange. Et c'est purement spéculatif, ça ne se base sur quasiment rien, mais Adam ressemble énormément à Kai Kisuke de la saga Guilty Gear. Une silhouette très fine, plutôt léger, les cheveux en épis blonds qui vont devant ses yeux bleus. Prenez quand même le tout avec de grandes pincettes. Ils n'ont sans doute aucun rapport ou aucun lien. Par contre, ce dont je suis sûr concerne ses yeux. Des yeux blancs avec les veines sur les côtés parfaitement apparentes, des yeux permettant de tout voir de l'ennemi. Ces yeux sont sans doute une référence à une technique culte d'un manga que vous connaissez tous, le Byakugan dans Naruto. Même si, ironiquement, lorsque les yeux d'Adam deviennent parfaitement blancs, ce dernier était aveugle. Le dessinateur a même gardé cette sorte de texture légèrement hachurée, la pupille qui se dessine plus clairement lorsque la technique est utilisée,
Il est assez amusant de noter que le pouvoir des yeux est introduit en faisant un clin d'œil au manga qui a sans doute le plus démocratisé ce concept. Si on veut pousser encore plus loin, et je tiens à le souligner, il ne s'agit encore une fois que d'une spéculation, le personnage d'Adam me fait également penser à celui de Barbe Blanche. Un père prêt à tout pour protéger sa famille, considérant tout le monde comme son enfant, mourant debout en essayant de les protéger. Le dernier, celui-ci c'est un petit bonus, vous pouvez le prendre comme une blague, mais il y a quelques similitudes entre Adam et Blanche-Neige. Il parle aux animaux et aux oiseaux, et il croque un fruit défendu. Zeus est un cas un petit peu plus complexe et particulier, parce que des petits vieux chauves ou presque chauves avec une barbe blanche qui cachent une force colossale, il y en a beaucoup. Certains citeront sans doute Genryusai Yamamoto de Bleach, d'autres Isaac Netero de Hunter x Hunter, et il est vrai que ce dernier ressemble un petit peu plus à Zeus. Mais il en est un. L'original. Celui duquel Zeus a hérité le plus de traits. Je parle bien entendu de Tortue Géniale, un petit vieux pervers qui se déplace avec une canne, servant de comique relief, chauve, arborant une barbe désormais légendaire. Mais surtout, un petit vieux très extraverti ayant un goût certain pour le combat et la capacité particulière de devenir une montagne de muscles lorsqu'il en a besoin. Une transformation qui le fait au passage grandir. Il est clair que le père des dieux est une référence à celui qui est en quelque sorte un des pères du manga moderne, Dragon Ball. Je me doute que certains l'attendaient, mais le côté un peu excessif de Zeus sur une expression particulière est évidemment une référence au chara-design des personnages de JoJo's Bizarre Adventures, et en particulier aux personnages des premières parties, comme Joseph notamment. Restons sur les comiques reliefs, un autre dieu grec nous est présenté, je parle d'Arès. Si ce dernier est censé être surpuissant, violent et craint de tous dans la mythologie, le manga en aura décidé autrement. Certes, ce dernier est affublé d'un physique au moins aussi colossal que celui de son père. Nous noterons d'ailleurs que dans la famille des dieux grecs, il n'y a que Zeus, Arès et Héraclès qui disposent de ce physique. Sans doute car Arès est son fils direct et car Héraclès a bu son sang. Mais surtout, cette petite mèche qui se torsade, ce menton avec une fossette ridicule et exagérée, ces excès de réaction, notamment à travers des larmes, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Je parle bien entendu d'Alex Louis Armstrong de la série Fullmetal Alchemist. Les deux sont blonds aux yeux bleus, ont un menton et une mâchoire plutôt proéminents, cette fossette si particulière et surtout cette fameuse mèche qui n'est pas réservée à Alchimiste mais à toute sa famille. Et c'est bien sûr sur la sœur qu'on retrouve cette mèche, la même mèche que celle d'Arès, une mèche tombant et torsadant sur le côté droit, lui cachant un œil en permanence. Qu'en est-il du troisième combat ? Celui-ci ira sans doute un petit peu plus vite car je ne connais que très peu le personnage dont Poséidon est inspiré. Poséidon est littéralement la copie conforme d'Hadès dans la saga vidéoludique des Warriors of Orochi. J'ai pas vraiment besoin de vous expliquer en quoi ils se ressemblent parce que ça saute aux yeux en fait. Cependant, je vais attirer votre attention sur deux points assez particuliers, les tatouages et la faux. Si Poséidon récupère le design du personnage, il n'a aucun tatouage. En revanche, ses motifs de laurier, Hadès les retrouvera sur le visage et le bras. La faux, quant à elle, c'est un des autres membres de la fratrie qui l'aura récupéré, Adamas. Même si la forme diffère légèrement, les étranges ornements et les motifs sont les mêmes que celles du jeu. En bref, les auteurs nous ont créé 3 personnages et développé une relation entre eux à l'aide d'un seul personnage. Plutôt efficace. Il est encore plus amusant d'observer que dans le jeu, Hadès est très intéressé par les humains, le monde qui l'entoure, et d'un naturel assez taquin. En bref, l'antithèse même de Poséidon. Intéressons-nous maintenant à son adversaire, Kojiro Sasaki. Celui-ci me semble très clairement inspiré des personnages de Bleach en général. Lorsque ce dernier utilise le nom de sa Valkyrie, il est le premier à pouvoir effectuer un Revolund. On dirait presque la description d'un Shikai, voire d'un Bankai. Mais ce n'est pas tout. Avez-vous déjà vu les premiers designs du samouraï ? Car ce dernier n'était pas affublé d'un kimono brun avec une cape rouge couverte de chrysanthèmes. Non. Il portait un kimono noir. Ses vêtements tombaient jusqu'à ses pieds, et surtout, il portait cette espèce de veste blanche. Des vêtements qui ressemblent à s'y méprendre aux habits de certains capitaines de division. Cependant, le choix de ce kimono fleuri, cet air nonchalant, le fait que le personnage nous soit assez vite montré assis, avec un air trop peu sérieux au vu de la situation. De plus, à la fin du combat, ce dernier manie 2 lames. Encore plus amusant, Saki, comme le personnage dont il est inspiré, sont présentés tous deux avec un Sugegasa. Ces chapeaux que l'on trouve beaucoup en Asie. Un chapeau qui sera très vite retiré pour les deux. Ce fameux personnage dont le vieux samouraï tient son inspiration est bien entendu le capitaine de la 8ème division, Kyuraku Shunsui. Sasaki ne se limite pas à ça, en effet sa vie est plus que floue, on n'est même pas vraiment sûr qu'il ait existé. Tous les adversaires et autres représentants de la lame vus dans les gradins ne sont pas seulement les ennemis de Sasaki, mais aussi ceux de Musashi. La plupart d'entre eux apparaissent dans le manga Vagabond de Takehiko Inoue. Si vous pensiez que c'était tout, on en est encore loin, car le représentant japonais a encore plus de choses à nous proposer.
Certains d'entre vous ont potentiellement vu l'anime Samurai Champloo, et son épisode qui est sans doute le plus marquant, celui sur le passé de Mugen. Lors de ce dernier, Mugen tombe à l'eau, se laisse couler de dos petit à petit, dans le même plan à peu de choses près que Sasaki face à Poséidon. Ce n'est pas le seul plan particulier, celui-ci vous a peut-être attiré l'œil, car c'est une disposition particulière mais pourtant familière. Vous l'avez sans doute vu chez les films Marvel par exemple, ça porte un nom, le Final Poster. Leur objectif c'est de montrer une sorte de cohésion, une équipe en bref, sous-entendre que le personnage au devant n'est pas seul du tout. Une assez bonne idée pour le message que voulait livrer le troisième combat du Ragnarok. Lors du quatrième combat, les auteurs se sont bien plus intéressés aux références cinématographiques, ce qui est compréhensible lorsque l'on sait que ce combat est filmé et montré sur des écrans. Mais encore plus lorsque l'on sait que c'est une mise en scène, une mascarade mise en place par Brunhilde, mais encore plus par Jack. Il est donc tout naturel que les personnages soient des acteurs qu'ils le veulent ou non. Il faut donc un personnage qui joue le gentil, et un autre qui joue le méchant. Le mauvais rôle que Jack va endosser montre premièrement V du film V pour Vendetta, mais plus tard ce dernier fera aussi référence au Joker. Les plus observateurs d'entre vous l'auront remarqué, la frontière entre le bien et le mal de ces deux personnages est souvent assez floue. Parfois ils sont vus comme des anti-héros, parfois comme des figures souffrantes qui au final n'avaient que besoin d'aide. Jack ne se contente pas seulement de ses inspirations, en effet, le personnage a encore plus à prononcer et à exprimer. Cette manière de courir, cet art du mensonge, il le partage avec Joseph Joestar. Et que dire de cette étrange planche un peu à part, où Jack semble régner sur la ville. Cette dernière est la copie conforme de l'affiche du film Amadeus. Ce personnage est un acteur tragique. Et s'il cite Shakespeare aussi fréquemment, ce n'est en rien dû au hasard. Et dans ce cas-là, qu'en est-il de son adversaire? Inspiré de Disney, ce dernier a tout pour lui. C'est un héros, un vrai, un grand et un fort. Il en a le costume, les figurines et les capacités. Le gamin faiblard qu'il était finit par devenir la coqueluche des foules. Héraclès et Hercule sont la même personne. Ce même garçonnet un peu maigrichon aux envies de grandeur qui par la suite deviendra un héros. Les deux sont emportés par éboulement, mais les deux s'en sortent encore et toujours, car c'est ce qu'on attend d'un héros. Pour ce qui est des tatouages, ces derniers ont tendance à me rappeler la fameuse marque d'Orochimaru dans Naruto, un pouvoir colossal en échange d'une malédiction. Il ne serait pas étonnant que les auteurs aient repris ce concept pour montrer l'épée de Damoclès qui se situait en permanence au-dessus de la tête du dieu. Je ne m'attarderai pas plus longtemps sur les potentielles références et autres liens que l'on peut faire entre les personnages du quatrième combat et d'autres films ou mangas. En effet, 2 vidéos d'analyse sur ces derniers sont sorties, et passent en revue la grande majorité des liens que l'on peut faire entre la fiction et les personnages. Je vous invite donc à aller les voir. C'est sur ces mots que se termine la première partie des liens et des inspirations de Record of Ragnarok. J'ai évidemment dû faire un tri, toutes les références et autres inspirations ne sont pas dans cette vidéo, qu'il s'agisse de personnages dans le public, de poses de certains combattants, de certains chara-design, de tableaux, rassurez-vous, vous les verrez sans doute sur mon Twitter ou dans une autre vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un deuxième épisode ou une autre vidéo. C'était Béléus, salut à tous.